Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis en train d'ajuster ma chaise. Je monte, je descends. C'est la vie. Bonjour Gilles Gansman. Eh oui, monter et descendre, c'est la vie. Notre invité aujourd'hui, c'est Tony Comiti. Bonjour Tony Comiti. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Tommy Comiti Production. Vous êtes un grand producteur, un vieux de la vieille, si vous me permettez l'expression. Vous avez reçu de très nombreux prix pour divers reportages. Vous faites partir des figures. Alors, je dis vous faites ou vous faisiez partie des figures incontournables de la production française, du grand reportage. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des documentaires, pour nous parler de la difficulté aujourd'hui, quand on est producteur, d'arriver à vendre ces documentaires, parce qu'il y a une forme d'hégémonie, mais je vais vous laisser nous en parler dans un instant. C'est vous qui avez voulu vous exprimer sur le sujet. Quelle est la situation aujourd'hui ? Écoutez, vendre des documentaires... Bon, en fait, si vous voulez, le problème aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Donc, voilà, donc ça coûte de plus en plus cher de produire des documentaires. Parlez bien dans le micro. Vous êtes plutôt derrière la caméra et derrière les micros d'habitude. Moi, je suis plus à l'aise derrière les caméras. Voilà. Mais le nerf de la guerre, c'est quand même l'économie. Donc, et tout coûte de plus en plus cher. Et puis, comme il y a une crise qui dure, les chaînes de télé ont de moins en moins d'argent. Et voilà, donc il faut juste trouver le bon équilibre pour pouvoir continuer de produire. Elles ont vraiment de moins en moins d'argent, les chaînes. Juste, Valérie, pour préciser, Tony Comiti Production, c'est des reportages d'investigation. L'investigation coûte cher. C'est des reportages d'aventure. Vous allez démarrer la nouvelle saison des Routes de l'Impossible sur France 5. Vous travaillez pour Envoyé Spécial. La plupart des reportages qu'on voit dans 66 minutes ou sur M6, c'est produit par Tony Comiti. Donc tout ça, évidemment, ça coûte de l'argent. C'était un peu pour resituer Tony Comiti, parce que nous, on vous connaît bien. Mais c'est vrai qu'un sujet sur 3 sur M6 vient de votre agence et ça coûte évidemment très cher de faire de l'investigation où vous avez fait des sujets importants et vous avez aussi soulevé des lièvres, on pourra en reparler. Et en ce moment va se dérouler la 35e édition c'est en ce moment, le Sunnyside, 19 juin. Du 19 au 24 juin. Donc oui, vous étiez en train de dire que ça coûtait de plus en plus cher. Voilà, et surtout, et notamment l'investigation. Les documentaires d'investigation que nous produisons pour France Télévisions et pour Zone Interdite, notamment par exemple l'enquête sur l'islam radical, c'est 2 ans de travail. C'est 2 ans de travail pour pouvoir arriver à mettre en image. Alors c'est beaucoup plus simple en presse écrite ou voire même en radio, mais en télévision, il faut des images, il faut la preuve par l'image. Lorsqu'on fait une enquête sur les dossiers noirs de l'école, c'est 2 ans d'enquête, et notamment ou sur les scandales du handicap en France, c'est pareil, 2 ans d'enquête. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est les cases, c'est-à-dire l'investigation coûte très cher, mais forcément ne fait pas beaucoup d'audience en fait. Hein. Donc, alors si quand on fait sur l'islam radical, les gens viennent voir parce que ça fait peur en fait, hein, voilà. Mais il faut souligner aussi le courage des diffuseurs pour aller chercher, pour dire oui aujourd'hui à une enquête de fond sur l'islam radical. Il faut, à l'époque c'était Nicolas Taverneau, ils étaient pas très chauds, mais bon après ils nous font confiance et voilà donc et ça coûte effectivement très cher. C'est un réalisateur qui enquête pendant 2 ans, donc et qui fait pratiquement que ça. Donc, voilà. Alors on va voir avec vous ce qui a changé justement et cette sonnette d'alarme que vous êtes en train de tirer sur la production de documents et de documents d'investigation en particulier. Et vous allez nous le dire dans un instant, mais on commence toujours par le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Je mets aussi 3 ans de travail pour faire mon zapping. Des orages violents dans toute la France. Toute la France a été touchée par des orages violents. Mais évidemment, ce qui a marqué les médias, c'est Paris. Mais évidemment, il y a des orages dans toute la France. Mais il faut dire que Paris est méconnaissable avec de nombreux dégâts. Il suffit de circuler en voiture pour voir des arbres déracinés, de voir... Moi, j'ai jamais vu personnellement, ça fait 35 ans, je rigole, que j'ai jamais vu Paris comme cela. Des rafales à plus de 112 km/h au sommet de la Tour Eiffel. Un petit état des lieux, c'était sur BFM ce matin. Dans les rues de la capitale, le chaos.
L'orage, d'une violence rare, déverse des torrents de pluie. Au sommet de la tour Eiffel, une rafale de vent à 112 km/h est mesurée. Pendant un quart d'heure environ, les éléments se déchaînent. Des dizaines de branches et d'arbres jonchent les rues. De mémoire de Parisiens, cela fait des années que la capitale n'a pas subi un orage aussi violent. On a vu des arbres se coucher, mais des arbres entiers. En plus des arbres tombés au sol, les inondations sont nombreuses. Les automobilistes peinent à se frayer un chemin. Rapidement, la solidarité se met en place pour dégager les rues. Ce client d'une pizzeria est venu avec une scie pour élaguer un arbre tombé sur la terrasse. Moi, si je peux rendre service, c'est avec plaisir, je le fais. Le dérèglement climatique, c'est pas très vendeur comme documentaire, j'imagine. Vous avez déjà fait des sujets au sein de votre agence? C'est-à-dire, notamment dans les routes de l'impossible. Sur chaque route de l'impossible, on parle forcément de la sécheresse, des pluies torrentielles qui... Voilà, donc effectivement, on en parle sur chaque numéro. Mais non, c'est concernant. Donc les gens viennent nous voir, mais il y a une appétence, et notamment en France, pour le documentaire. Pour le documentaire, Absolument. Les gens sont curieux. Et puis, moi, je tiens toujours à signaler que les reporters français ont un grand talent. Ouais. Un talent formidable. On est peut-être les meilleurs du monde. Ah oui. Excusez-moi, ce petit cocorico. Plus que les Anglais, on parle toujours de la BBC, je vais vous dire pourquoi, des docs de la BBC qui font une forme de référence. Oui, alors qui coûtent encore 10 fois plus cher, cela. Mais ils se vendent 10 fois plus dans le monde. Mais les anglo-saxons, ou les Américains par exemple, ne font ce qui est autorisé à faire, en fait. C'est très très rare. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas d'investigation? Il y a de l'investigation, mais c'est toujours cadré et autorisé. D'accord. Les Français sont des chasseurs, en fait. Ils vont toujours là où on ne leur dit pas d'aller. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait un peu d'ailleurs dans les routes de l'impossible. Voilà, c'est ça, je pense. Il y a un vrai talent, il y a un vrai savoir-faire, et qui s'exporte. Et c'est ce que je tiens toujours à dire, c'est que le talent des journalistes français, et surtout maintenant aujourd'hui, grâce à YouTube. Les routes de l'impossible sont traduits, par exemple, ou nos grands documentaires d'investigation, celui qu'on a fait dernièrement sur France Télévisions, sur le business des superconteneurs qui partent de Chine et qui arrivent. C'était incroyable. Il était incroyable. Ça s'exporte dans le monde entier. Très difficile à faire. Je suis pas sûr que les anglo-saxons soient arrivés à le faire parce que nos réalisateurs se sont débrouillés. Même pareil, ça devient même en France, pour travailler dans les prisons, pour travailler dans les commissariats de police, pour travailler derrière les murs de notre société, ça devient de plus en plus compliqué et contrôlé. Alors, vous êtes un grand journaliste. Vous avez été longtemps sur le terrain, en particulier en Iran. Et hier, après la polémique sur la capacité ou l'incapacité de l'Iran à continuer son programme nucléaire, hier, Anne-Sophie Lapix, dans son 20h, recevait Raphaël Grossi. C'est donc le directeur, Valérie, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, il est revenu sur 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, qui a totalement disparu. On ne sait pas où c'est. Vous allez l'entendre, il est quand même pas très inquiet. Cet inventaire de 400 kg d'uranium enrichi à 60, c'est difficile à expliquer, d'abord, pour l'Iran, et trop près du degré militaire qui, comme vous savez, est à 90. Et l'agence, l'AIA, a perdu visibilité de ce matériel à partir du moment où les hostilités ont commencé. On n'a aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. En fait, moi, je ne voudrais pas donner l'impression que c'est perdu ou que c'est caché. Même s'il y a eu cette période de guerre ou d'hostilité, l'Iran a toujours une obligation de montrer aux inspecteurs de l'agence où se trouve le matériel. Ouais, c'est une réaction spécialiste de l'Iran. Pas spécialiste de l'Iran, j'y suis allé 2 ou 3 fois, mais il veut donner très inquiétant. L'impression, mais oui, très inquiétant. Surtout, alors ce que j'ai vu hier sur une chaîne de télé, c'est le Mossad diffuse des images de leurs agents à terre. Et c'est juste incroyable, où on voit les agents du Mossad se balader, sortir des voitures. Alors, comment l'Israël a pu filmer ça, et comment
on n'a pas pu filmer ces 400 kilos d'uranium. Il y a un truc qui me préoccupe un petit peu. Je sais pas, peut-être... Restons avec Anne-Sophie Lapix, qui quitte ce soir, le 20h, ça sera son dernier journal. On verra si elle fera une dernière chanson pour quitter. On peut prendre des paris sur la chanson, on peut lui faire des propositions. En tout cas, avant-hier, Delphine Ernotte, la patronne de télévision, était de France Télévisions. J'ai dit patronne de télévision, de France Télévisions, est revenue dans le quotidien sur ce choix de changer la tête du 20h. C'est un 3e mandat. Le journal doit continuer à évoluer parce que on est quand même pas mal remis en question par les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, cette actualité immédiate. Donc il faut une évolution permanente. Et j'ai pensé qu'il fallait aussi une nouvelle incarnation pour ce nouveau 20h. Voilà. Et pourquoi Léa Salamé? J'avais proposé le 20h à Caroline Roux qui finalement a décliné. Donc là, dans les discussions avec Léa, je lui dis écoute Léa, faut que tu y ailles. Scié, non? Parce que... Faut que tu y ailles. Ah, vous avez dit ça à Léa Salamé? Oui. Elle n'en a jamais rêvé du 20h, Léa. Donc c'est pas Léa qui est venue me dire je veux le 20h. Voilà, et puis nous, évidemment, on reparlera de cette information. Et Anne-Sophie retourne sur M6. Oui, elle retourne sur M6. Dans le groupe M6. J'avais travaillé avec elle pour Zone Interdite. C'est vrai? Oui, elle présentait Zone Interdite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, elle était à M6 et là, elle va apparemment avoir une grande interview. Sans langue de bois. Est-ce que les présentateurs ou les présentatrices de Zone Interdite s'investissent dans les reportages où vous avez totale liberté et en fait, elles interviennent, elles présentent, mais elles n'ont pas vraiment un vrai regard sur ce que vous faites? Non, mais alors, non seulement elles s'investissent, et c'est pas de langue de bois. Mais sans langue de bois. Hein. Vous savez, c'est sans langue de bois. Nous, en tant que producteurs de documentaires ou de reportages, on fait notre travail, mais on discute en amont avec les équipes, et notamment de Zone Interdite ou d'Enquête Exclusive, sur la façon dont on va écrire le film, et voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, voilà. Et les présentateurs, que ce soit Bernard Lavilladière ou... Oui, on voit... Pardon, ou Ophélie Meunier. Ou Ophélie Meunier, et notamment lorsque nous avons fait cette enquête sur l'islam radical, Ophélie Meunier, qui n'avait pas grand-chose à voir dans la réalisation du reportage, mais qui l'a présenté, qui l'a porté, elle a été menacée et sous escorte policière, ce qui n'est pas très agréable, pendant plusieurs mois. Donc, non, ils sont investis. Ouais. Alors, moi aussi... Et c'est pas de la langue de bois, c'est vrai. Ok, sujet d'investigation. On le sait, ils sont souvent en plus sur le terrain. Ouais. Qui dit canicule, dit s'hydrater, et même ça devient dangereux. Alors, je vais vous poser une question aux journalistes. Est-ce que pour vous, parce qu'il y a des microplastiques, vous savez désormais, est-ce que c'est plus dangereux de boire dans une bouteille en plastique ou dans une bouteille en verre? Du vin? Non, du verre. Si vous buvez du vin dans une bouteille en plastique, vous n'avez pas vraiment de goût, Tony Comiti. Il y a les cubis, c'est dans le plastique. Les cubis. Spécialiste des cubis. J'aurais tendance à dire dans la bouteille en verre, c'est moins dangereux. C'est plus dangereux. Écoutez, reportage de France 2. En période de chaleur, un petit bruit a priori réconfortant, celui de décapsuler une boisson bien fraîche. Mais d'après l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, les bouteilles en verre contiennent plus de microplastiques que les bouteilles en plastique. Difficile à croire. Ah ouais ? J'ai du mal à comprendre comment on met du plastique dans du verre. On est un peu perdu là. L'ANSES pointe le rôle des capsules. On a pu observer sur certaines capsules une abrasion au niveau de la peinture qui recouvre les capsules, et cette abrasion et les particules qui peuvent se dégager, et au moment de l'embouteillage, eh bien les particules peuvent venir contaminer les boissons. Bon, on peut plus rien faire. Voilà. Oui, enfin bon, quand nos reporters voyagent, notamment sur les routes de l'impossible, ou notamment le premier qui sort là, c'est sur l'Irak, l'eau est un véritable problème. Donc on voit des gens qui font des kilomètres à pied, et souvent ce sont des femmes d'ailleurs, qui portent des petits réservoirs, et qui vont boire dans l'eau où le bétail boit. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait nous on se pose des questions, bouteille en verre, bouteille en plastique. Non, vous avez raison. On ouvre le robinet, l'eau coule. Dans beaucoup de pays, l'eau est un véritable problème. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu relativiser. Bon, après, on peut toujours trouver pire. Aussi. Oui, mais la sécheresse, c'est bien sûr, est responsable terrifiant, de toutes les migrations d'ailleurs. Les migrations, c'est les migrations
sécheresse en fait. Et puis il y a plein d'influenceuses qui sont en microplastique aussi. Oh. C'est la sortie événement hier, le film F1. Vous avez suivi, Valérie, le film F1 ? Oui. Avec qui ? Avec Brad Pitt. Eh oui, il a quel âge ? L'âge de Jean Castex. C'est-à-dire 61 ans. Vous vous rendez compte ? Alors évidemment, ça raconte l'histoire d'un ancien champion de Formule 1 qui reprend du service. Alors il a même été conseillé par Lewis Hamilton himself. Et pour la bande-annonce, et pour la bande sonore, ils ont fait appel à Ed Sheeran. Je vous propose d'écouter la bande sonore du film d'Ed Sheeran de F1. Oh là, c'est laborieux. C'est compliqué. Allez, Ed Sheeran. Moteur. Et un peu plus tard, on pourra parler de la musique qui est aussi très importante dans les documentaires pour mettre de l'attention ou autre. Et c'est pas très simple parce qu'il faut la faire composer pour que ce soit un vrai documentaire. Allez, on marque une pause. Je sais bien, mais dimanche c'est la fête de la musique. Donc dimanche, vous êtes pas bien. Du cinéma, la fête du cinéma. C'est la semaine dernière, la fête de la musique. Là, c'est la fête du cinéma jusqu'au 2 juillet. Allez, c'est tout de suite la vous pub. Sortez pas. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Tony Comiti, l'un des derniers producteurs indépendants. On peut vous présenter comme ça. Vous produisez, Gilles l'a rappelé, de très nombreux reportages pour Zone Interdite, pour Enquête Exclusive. Vous produisez également Les Routes de l'Impossible tous les vendredis. Ce sera sur France 5 à partir du 18 juillet. Le premier sera consacré à l'Irak. Donc ce matin, vous êtes là pour nous dire que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de produire. Pourtant, vous produisez beaucoup. Vous faites partie de ceux qui produisaient. Qu'est-ce qui a changé ? C'est ma question avant le zapping. C'est qu'est-ce qui a changé aujourd'hui quand on parle de documentaire ? D'abord économique et puis. Mais c'est-à-dire qu'il y avait plus d'argent avant ou ça coûte plus cher à Ça coûtait moins cher. Ouais. On a perdu aussi pas mal d'aides. Alors même si on est soutenu, notamment sur les routes du CNC, il y a plus d'argent dans les caisses, donc il va falloir se débrouiller. Donc et puis surtout la difficulté d'aller aujourd'hui travailler en Irak, au Zimbabwe. Là, les routes de l'impossible, cette saison, c'est Irak, Zimbabwe, Équateur, Burundi, Malaisie, Nigeria, Congo. Pour tourner en Irak, c'est super compliqué. Donc, on fait appel à des fixeurs, mais on est contrôlé à chaque barrage routier. Il faut montrer patte blanche. Alors, ce qui a changé aussi, c'est que... Mais finalement, est-ce que c'est pas travailler beaucoup pour gagner peanuts ? C'est la passion. Ça fait 33 ans qu'on existe. Si on perdait beaucoup d'argent, on aurait arrêté. On est à l'équilibre, quoi. Voilà, on est à l'équilibre. On perd sur certains films, on gagne sur d'autres, et surtout, grâce aujourd'hui à YouTube, on a par exemple la chaîne Les Routes de l'Impossible, c'est plus d'1 million d'abonnés quand même. Et ça vous rapporte quelque chose ? Ah ben bien sûr, c'est monétisé, heureusement. Donc, mais pas autant que France Télévisions. Et parce que nous avons aussi plus de 3200 films. Donc j'ai monté une équipe de jeunes d'ailleurs qui sont en alternance ou qui ont des contrats chez nous, qui sortent d'école. Je comprends même pas comment ils parlent. Ils ont un langage que je ne comprends plus du tout. Mais ce sont eux qui reviennent dans notre catalogue. 3200 films. On remonte des séquences. Ouais. Par exemple, lorsqu'il y a eu les événements du 7 octobre, impossible d'aller tourner en Israël, impossible de tourner à Gaza, impossible, mais interdit et voire impossible. C'est-à-dire que on a essayé, mais c'est impossible. Mais nous avons ressorti un film. Mon fils Paul Comiti, à l'époque, avait fait une immersion avec Tzal et avec les Golani, les services, les commandos israéliens, à Gaza. On a ressorti ce documentaire, mais ça a été un carton d'audience sur Internet en 3 ou 4 jours. Donc c'est ce qui. Comment elle s'appelle votre chaîne sur YouTube ? C'est Comiti Média, ça s'appelle, voilà. Et puis, sinon, Route de l'Impossible, c'est une chaîne plus d'1 million d'abonnés. Donc, si vous voulez... Mais on est d'accord que YouTube ne suffirait pas à financer. France Télévisions a encore un rôle à jouer ou énorme. Vous gagnez autant oui, d'accord. Impossible de produire uniquement, quoique on commence doucement. Mais non. Oui, on commence doucement. À produire que pour YouTube. On lance une émission à la rentrée sur YouTube qui va s'appeler MIH, Mon Incroyable Histoire. Donc, ce sont des gens qui viennent raconter. Alors, c'est le patron du RAID qui a
neutralisé Mohamed Merah, c'est un type qui a failli se faire bouffer par un crocodile. Voilà, c'est mon incroyable histoire. C'est la personne âgée de 75 ans ou 80 ans qui a le feu dans l'immeuble et qui a réussi à escalader pour sauver des enfants qui étaient à l'étage au-dessus. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que tout est filmé. Oui, c'est ça. Tout est filmé. Le citoyen, aujourd'hui, est devenu une espèce de citoyen journaliste, en fait. Sauf que c'est dangereux aussi. Parce que, évidemment, il y a les fake news et tout. C'est pour ça que nous, les journalistes ont une vraie responsabilité. Nous, on vérifie 10 fois nos infos. Et voilà, donc... mais je pense que si nous n'avions pas, il y a 15 ans, numérisé nos archives et séquencé nos archives, je suis pas sûr qu'on soit encore en train d'exister. Ouais. C'est ce qui fait vivre aujourd'hui l'agence. C'est le catalogue et la façon dont on est en train de le retravailler par rapport à l'actualité. Là, par exemple, nous avions fait l'Iran en guerre à l'époque, juste après Khomeini, on l'a remis sur les réseaux sociaux, ça cartonne. Incroyable. Et notamment aux États-Unis, parce que grâce à l'IA, aujourd'hui, on traduit en plus de 40 langues. Incroyable. Voire même en hindou. Ah ouais. Alors c'est compliqué de vérifier les traductions là, en hindou, mais en anglais on vérifie, en espagnol on vérifie. Vous avez toujours donc, voilà. Ouais. Mais aujourd'hui vous dites c'est plus compliqué, Et puis il y a des gros groupes comme Media One, la société de Pierre-Antoine Capton qui a racheté un très grand nombre de sociétés de production. Il y a aussi Banijay, la société de Stéphane Courby. Donc c'est des entités gigantesques qui regroupent des sociétés de production et qui ont des accords privilégiés avec les chaînes. Parce que vous pouvez pas vous plaindre non plus, vous produisez quand même encore pas mal. On produit quand même. Écoutez, ils ont probablement des accords avec la fiction, avec les jeux, avec la réalité. Ils font ce qu'on appelle des output deals. C'est-à-dire, je te vends ce jeu-là, je le vends pas à France 2, mais tu me prends 3 documentaires que j'aurais pas vendus si j'avais pas vendu mais ils produisent peu de documentaires finalement. Oui, c'est vrai. Ils sont plus. Nous, on a une niche qui est le documentaire d'investigation ou le reportage de société. Bon, voilà, on est spécialisé là-dessus. Est-ce que eux, ça les intéresse de produire ça ? Peut-être parce que ça ne rapporte pas beaucoup. Oui. Je n'en sais rien. Mais voilà, chacun trouve sa case et voilà, à nous et à mes équipes de continuer à faire ce beau métier de journaliste et de reporter. Mais est-ce que finalement, par rapport à ce dont vous parliez, est-ce que vous proposez aussi des choses à Netflix et à ces nouveaux supports que sont ce qu'on appelle également un peu les nouvelles chaînes? Est-ce que eux sont facilement abordable lorsqu'on a une société de production indépendante et que justement on n'a pas la force d'un gros groupe? Netflix et Amazon produisent en fait très peu de reportages enfin de documentaires. Je crois qu'ils en font 5-6 par an. Ah, ils en font plus, en France, assez fort. Ah non, pas en France. Ah oui, non, mais c'est ça. D'accord. Mais le problème, c'est que Netflix France ne travaille qu'avec des producteurs français sur des histoires françaises. Voilà. Donc. Voilà. Mais par exemple, Air Cocaïne, là, ça cartonne sur Netflix. On a reçu la semaine dernière le réalisateur, et c'est vrai qu'ils arrivent en deuxième programme le plus vu sur Netflix. Donc ils achètent aussi, mais c'est de plus en plus compliqué. J'ai engueulé mes équipes parce qu'on l'avait pas fait. D'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Alors qu'on y était. C'est vrai. Bah oui, on était à Saint-Domingue nous quand il y a eu. Air Cocaïne. Une équipe. Est-ce que aujourd'hui on recherche pas plutôt des sujets chocs plutôt que des longues investigations? Est-ce qu'on se dit plus je vais prendre un sujet qui va marcher qu'un sujet qui est intéressant? Écoutez, moi j'ai pas la science infuse de l'audience. Nous on propose aux chaînes. Voilà, donc quand vous proposez, je sais pas moi, enquête là actuellement on fait une enquête sur la violence des mineurs. Bon, ce qui est compliqué aussi à faire, c'est très compliqué. Alors, comment vous filmez des mineurs sans l'autorisation des parents? C'est très compliqué. Il faut absolument les anonymiser. D'accord. Travailler avec les forces de police aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible. Ouais. Depuis l'accord scélérat de la Cour de cassation qui empêche les journalistes de filmer dans les enquêtes. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait passer 2 mois avec la brigade criminelle, 2 mois avec la brigade des stupes. Voilà. Aujourd'hui, c'est juste interdit. C'est interdit parce que il y a cet arrêt de la Cour de cassation qui empêche la présence de journalistes dans les enquêtes judiciaires. Voilà.
Donc, voilà. Mais alors, comment fait Canal+ quand il y a des docs? Je sais qu'il y a eu un doc sur la BRI, sur tout ça. Comment ils font? Mais c'est probablement avec beaucoup d'images d'archives, des interviews, mais ils ne sont pas sur des enquêtes avec la BRI. Pas la BRI sur des enquêtes. Parce que ça, c'est interdit. Mais c'est super interdit. C'est interdit. Ça peut. Et c'est arrivé. En fait, cet arrêt de la Cour de cassation, c'est arrivé sur un reportage sur une chaîne de télévision où une perquisition où on a vu le nom de la personne qui est arrêtée sur un papier. L'avocat s'en est saisi et ça fait péter l'affaire. Donc 2 ans d'enquête qui sont tombés à l'eau. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et avec vous, Tony Comiti, pour parler de ce métier de producteur. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Tony Comiti. Donc, vous dirigez Tony Comiti Productions. Vous réalisez un très grand nombre de documentaires, d'enquêtes pour Zone Interdite, entre autres, enquêtes exclusives. Et puis, les routes de l'impossible. Ça revient sur France 5. 17e saison, ce que vous nous disiez. 17e saison. 120 routes. 120-52 minutes, route de l'impossible. Incroyable. Incroyable. C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'est-à-dire que moi j'ai quand même pas mal baroudé dans des pays absolument improbables, notamment pour TF1, puisque j'étais grand reporter à TF1. Puis quand je revenais du fin fond de la Malaisie ou de la Colombie, j'arrivais à Paris, je trouvais mais les enfants ils vont à l'école à telle heure, ils traversent le passage Cloutet, il y a des feux rouges, les gens s'arrêtent, et les gens râlent. Un métro en retard, un avion en retard alors qu'il y a un orage, c'est la fin du monde, et notamment les Français. Ils râlent tout le temps. Je dis mais mais faut que c'est pas possible. Faut montrer ce qui se passe ailleurs. Et alors que j'allais dans des pays où ils attendent 2 jours une pirogue ou voire un autobus, où les enfants vont à l'école sur des lacs gelés. Et j'en avais parlé à France Télé. Ils m'ont dit, écoute, c'est pas mal, on va en lancer 2 ou 3 pour voir, comme ça. Au départ, on part pour 2 ou 3. Et on s'était dit nous-mêmes, on va pas en trouver. Une fois qu'on aura fait quelques routes de l'impossible, on va pas en trouver. Eh ben non. Ça continue depuis 17 ans avec Patrice Lucchini, qui est le directeur de la collection, qui est un ancien monteur de 52 sur la Une, et qui m'a suivi dans cette aventure. Donc, voilà, c'est parti comme ça. Et avec un succès international, tout de suite la NHK a commandé aussi, donc japonais. Et voilà, donc ça continue. Alors c'est une longue préparation, hein, les routes de l'impossible. D'abord, c'est presque 1 mois et demi de tournage, c'est 2 mois de préparation et après 1 mois et demi de post-production. Donc c'est long. Alors on travaille aussi avec des fixeurs, c'est-à-dire des correspondants qui sont sur place et qui nous aident à trouver les histoires, qui nous aident aussi pour les autorisations de tournage, ou qui se débrouillent sur place avec les autorités pour nous faire. Mais parfois, par exemple, là, en Malaisie, ils ont dû quitter rapidement le pays, parce qu'ils se sont fait repérer par des services police secrète. Donc, ils ont dû se sauver. L'ambassade de France nous a donné un petit coup de main, d'ailleurs, pour... C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de filmer, de tourner que ça ne l'a été quand on a connu. Enfin, vous-même, vous avez été grand reporter, vous avez fait énormément de choses. Il y avait déjà moins de journalistes, moins de reporters et moins de règles. Et aujourd'hui, force est de constater que vous évoquiez les autorisations de tournage. C'est pour la police, mais c'est le cas un peu partout. C'est que tout devient très réglementé. Oui, et notamment à cause des réseaux sociaux. Puis il faut savoir aussi que, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, ils connaissent l'importance d'un reportage qui va être diffusé dans le monde entier. Donc, méfiance, quoi. Mais bon, on arrive, les Français sont des grands débrouillards. Et nos reporters français sont des chasseurs. Alors, il y a juste une question d'un auditeur, Stéphane, qui dit, pour un jeune qui voudrait intégrer votre équipe ou vos équipes, quel est le parcours? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont encore cette envie? Est-ce que ça attire aujourd'hui le métier de grand reporter? Oui. On a beaucoup de gens, on travaille beaucoup avec les écoles de journalisme. Je pense qu'il faut tout leur réapprendre, en fait, parce que dans les écoles, on leur apprend la déontologie, la truc, oui. Voilà, c'est très bien. Et que faut être un peu voyou. Il faut en avoir de déontologie. Faut être un peu voyou parfois pour faire des reportages. Mais bon, il n'y a pas que ça.
D'accord. Donc, faut leur apprendre à nouveau le terrain. C'est le grand reportage. C'est pas au fin fond du Zimbabwe. Hein. Ça peut être au coin de la rue. Hein. Donc, je leur dis toujours, la meilleure caméra, c'est vos yeux. Écoutez les gens. Soyez curieux. Voilà, il faut être curieux, écouter les gens et envie de témoigner. Voilà. Donc, oui, on a des jeunes aujourd'hui qui, notamment par exemple, je cite celui qui était aujourd'hui, qui est rentré chez nous un peu par hasard comme ça, qui s'occupait du matériel. Aujourd'hui, il devient un très bon reporter, quoi. Ouais. Parce qu'il a une envie, une vraie envie. C'est pas uniquement gagner ma vie, Vous avez une boîte de prod assez familiale où on peut aller parler aux dirigeants tout de suite. Ma porte est toujours ouverte. Je suis pas sûr que dans des grosses boîtes, on puisse tout de suite rentrer dans un bureau et dire « Ah, j'ai une idée, j'ai vu un truc, ce serait formidable de faire ça. » Et vous dites dans la seconde banco et l'affaire est faite. Ça existe presque plus en télévision. C'est où, comment, ça coûte combien, le marketing. « Oh, j'y crois pas, ça va être compliqué. Oh, je suis pas sûr. » C'est devenu ça quand même. Donc c'est vrai que vous êtes une boîte totalement différente là-dessus. Patrice Lucchini et moi, nos bureaux sont tout le temps ouverts. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, ils sont venus par dizaines dans notre bureau. On veut y aller. Voilà. Donc. Vous n'avez pas fait d'école de journalisme comme beaucoup de... Alors écoutez, moi j'ai fait beaucoup d'études puisque j'ai bac-3. Oui, voilà. Donc, voilà. Non mais c'est ça, c'est que les grands reporters mythiques et qui a une forme de formatage aujourd'hui. Enfin moi j'aime pas les écoles de journalisme parce que je vois ceux qui en sont... Après on les reforme. Oui, mais ceux qui en sortent sont formatés. Enfin, et il n'y a pas... je pense que la curiosité est avant tout... Voilà, mon fils Charles Comiti qui est grand reporter à l'agence, qui est auteur de beaucoup de routes de l'impossible, qui a passé beaucoup de temps en Ukraine, est sorti d'une école, il m'a dit mais c'est ici que j'apprends quoi, c'est chez toi que j'apprends parce que on m'a appris d'autres choses certainement, mais pas le terrain quoi, pas la curiosité, savoir écouter les gens savoir écouter les bruits du monde, je dis toujours. Mais quand vous le laissez partir sur les routes et le laissez partir en Ukraine, vous n'avez jamais peur pour lui? Ben s'il part pas en Ukraine, il va quitter l'agence et il va me quitter. Il va aller bosser ailleurs. Donc il était Charles est très volontaire et voilà. Donc je pense qu'il est. C'est pas ma question. Ma question c'est est-ce que le papa a peur? Bien sûr que j'ai peur. Évidemment que j'ai peur. Tu rentres quand? Bon, mais voilà, il fait le métier qu'il a choisi. Et bien sûr qu'on a peur. Vous avez été grand reporter de guerre à Beyrouth en particulier. Vous connaissez bien le Proche-Orient. Aujourd'hui, aucun journaliste ne peut rentrer à Gaza. Il y en a qui ont tenté. C'est impossible, c'est absolument impossible aujourd'hui. C'est contrôlé par le Hamas. C'est le Hamas qui. C'est pas les Israéliens qui empêchent de rentrer. Vous pouvez aller faire des touch and go avec l'armée israélienne, mais vous restez une journée. Accompagné d'un officier. Accompagné des officiers. Mais en plus de ça, le truc le plus terrible, c'est que les Israéliens, ils filment tout. Mais comme au cinéma. Ils ont des caméras sur les chars. Ils font du cinémascope, les Israéliens, quand ils tournent. Voilà. Donc, pourquoi ils font ça? Communication. Pour communication. Pour garder des traces. Et autre question, est-ce que vous avez... Ça a toujours été compliqué de tourner en Israël. Sauf ce que nous avions fait au cœur de Tzal. Vous savez, c'est un peu comme quand j'ai fait Pablo Escobar. C'était interdit, impossible, il était en cavale. Puis à un moment, je sais pas, c'est pour ça que je dis qu'on est bons, les Français. Il y a une petite porte qui s'ouvre et puis ça passe. Aucun journaliste ne pourra aller voir, c'est une question naïve, hein, je sais la question que je pose. Aucun journaliste n'arrivera à voir l'état en Iran des installations nucléaires. C'est parce que ce serait... évidemment un reportage très fort. C'est impossible de tourner en Iran, c'est juste impossible, malgré... Mais même si vous... Même si un Iranien avec son portable ou que vous contactez quelqu'un... Il y a une censure et puis... Puis les risques qui sont pris sont... On a eu la chance avec Jean Bertolino à l'époque... Ah oui, les 52 minutes. C'était 52 sur la Une, grande émission, voilà. On avait fait l'interview de Romélie, qui n'avait pas parlé depuis 1 an. Mais c'est un coup de chance. Oui, c'est ça. Mais le journalisme, c'est de la chance aussi. C'est-à-dire, tous les journalistes sont bloqués à l'hôtel, et Banissad, le Premier ministre, décide de parler une télé étrangère. C'est nous qui sommes choisis. Et au moment où nous sommes chez Banissad, on fait l'interview, un peu langue de bois, il parlait en français, et puis il nous dit, attendez, j'étais en train de replier le matériel, et il vient nous voir, il dit, écoutez, est-ce que vous êtes disponible parce que l'imam voudrait faire une déclaration à une télé étrangère? Il n'a pas parlé depuis 1 an, Romy. Il y a les otages américains pris dans l'ambassade. Et moi, je lui ai répondu, mais quel imam?
Il me regarde, il me dit l'imam Khomeini. Voilà, donc... Et là, il vous laisse totalement libre dans vos questions? Alors, donc c'était traduit par Banissa. Non mais attendez, l'histoire elle est juste incroyable. Donc, on est parti dans la voiture de Jean Bertolino, me dit t'as combien de péloches? La pellicule. J'ai 4 boîtes, regarde le preneur de son, mais moi aussi 4, juste de quoi faire une interview. Voilà. Et on est arrivé dans la petite ruelle qui monte. Il habitait Khomeini dans une petite maison de banlieue, là. Une petite maison de banlieue, comme ça. Et c'était une rue, comme ça, longue, bourrée de mollahs qui voulaient avoir audience. Qui attendaient. On est passé, ce sont les passedarans à coups de crosse qui nous ont ouvert le chemin. On est arrivé dans cette maison. Une pièce toute sombre, très sombre, et au fond de la pièce, petite pièce, l'imam Khomeini, comme ça. Donc je demande light, on fait no light. Bon, très bien, pas de lumière. Vous l'avez dans le viseur, quoi. Comme quand j'avais Escobar, vous tremblez, quoi. Faut être bon techniquement, là, faut pas se planter, là. Donc, moteur, ça tourne, et au bout de 15 secondes, je fais couper. Bertolino me regarde comme ça, me dit qu'est-ce qu'il y a? El sombrero, le chapeau, il a pas son truc là sur la tête là. Il était chauve comme ça. Alors. Et donc. Et je fais. Il dit mais il a pas le chapeau, c'est pas normal. D'habitude il a le turban. Et il comprend, Khomeini, il me regarde, il me fait il acquiesce de la tête et il met le turban. Il met le turban et on a fait l'interview. Mais c'est le coup de chance. Et pourquoi? Alors, évidemment, Bertolino a profité de l'occasion pour dire Monsieur l'imam, Monseigneur, l'Iran est en guerre, il n'y a aucune image des combats avec l'Irak, est-ce qu'on peut aller au front? Traduit par Banissa, et Khomeini fait oui. Scoop mondial. Lorsqu'on est rentré à Paris, il y avait NBC, CBS. Tout le monde attendait. Et c'était du 16 mm. Donc, ils coupaient des séquences avec des ciseaux. C'était une autre. La chance. Faut écrire un livre. Faut raconter ces histoires. Tony, il faut écrire un livre. Allez, c'est bon. Une bande dessinée, on va faire. Non, un livre, parce qu'il y a plein de choses à raconter. Merci Tony Comiti d'avoir été avec nous. On rappelle les routes de l'impossible qui commencent le 18 juillet sur les routes de l'impossible, premier numéro consacré à l'Irak. C'est des grands reportages passionnants. L'Irak, le Zimbabwe, l'Équateur, le Burundi, la Malaisie, le Nigeria et le Congo. Et puis le site sur YouTube, donc que j'ai appris. Absolument. Vous pouvez aller voir. Merci à vous. On se retrouve dans un instant et on commentera peut-être cette info média. Benjamin Duhamel quitte BFM pour